Chers auditeurs, nous nous trouvons aujourd'hui en présence de Jean-Marie Le Pen. Monsieur Le Pen, bonjour à vous. Bonjour, Alors merci beaucoup de nous accueillir. avec plaisir. Chers auditeurs, vous vous en doutez bien, nous allons parler aujourd'hui avec Jean-Marie Le Pen du premier tome de ses mémoires paru récemment aux éditions Muller et qui est d'ores et déjà un véritable succès de librairie. Alors Jean-Marie Le Pen, 50 000 exemplaires vendus en très peu de temps. Avant même qu'il soit sorti. Avant même qu'il soit sorti. Est-ce que vous vous y attendiez? Pas tout à fait quand même. Bon, ma modestie naturelle me portait à une évaluation plus raisonnable. Alors comment on peut expliquer ce succès? Ah, voilà, je pense que c'est sociologiquement une question qui n'est pas négligeable. En effet, moi je suis un paria de la politique. Ayant toujours été dans l'opposition, toujours combattu par le système dans toutes ses formes et toutes ses expressions, il y a peut-être je ne sais pas, une curiosité, un désir de savoir si ce qu'on disait de ce monsieur était bien conforme à ce qu'il était capable d'en dire lui-même. Bon, disons que je suis un meilleur avocat que d'autres pourraient l'être, bien sûr. Je me suis efforcé d'être objectif par rapport à ma vie qui a été tout de même relativement assez variée dans toutes ses expressions. Alors dites-nous, quel est l'événement qui a provoqué chez vous l'envie d'écrire ces mémoires? Ah, ça, c'est l'approche de la mort. C'est la fin de la vie. Je vais avoir 90 ans bientôt et par conséquent, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je me force à rédiger quelques souvenirs. Je l'ai écrit pour informer mes amis d'abord d'un certain nombre d'épisodes de ma vie qu'ils ne connaissent pas, bien sûr, et puis l'opinion en général pour lui démontrer que la caricature qui a été faite à travers moi de toute une école de pensée nationale est injuste et malvenue. Par conséquent, essayer de rétablir ce qui est une vérité. D'aucuns diront ma vérité, oui, c'est la mienne, bien sûr, puisque c'est celle que je signe. Mais je vais essayer de faire qu'elle soit le plus près possible de la vérité objective. Alors, Monsieur Le Pen, vous naissez en 1928 dans une France très différente de la France actuelle. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette France? Ben écoutez, c'est une France d'abord qui est très marquée, si j'ose dire, par les guerres. Par celle qui vient de se terminer, qui est la Grande Guerre de 1914-1918, et celle qui s'approche, qui sera celle de 39-45. Et le climat général est assez marqué par le conflit qui s'est déroulé et qui, chez nous, en Bretagne par exemple, a fait 250 000 morts. Et dans la France, 1 500 000. Sans parler de 5 millions de blessés, c'est-à-dire que les témoins de cela, ce sont les jeunes filles qui vont monter en graines et qui ne seront jamais ni maîtresses, ni mamans, et qui n'auront comme quelque sorte de compensation que de faire partie de la chorale de Monsieur le curé. Et cela aussi avec toutes les gueules cassées. Les deux cordonniers, par exemple, sont deux unijambistes de la guerre. La guerre est omniprésente, en quelque sorte. Mon grand-père, le Pierre, l'a faite et il m'en raconte quelques épisodes, ce qui le fait gronder par ma mère, qui dit que ce ne sont pas des conversations pour les enfants. En effet, les réalités des tranchées ou des nettoyeurs de tranchées, c'est pas tout à fait, en effet, ce qui forme la sensibilité des jeunes garçons. Mais, somme toute, avec une préscience intéressante, il prévoyait la suivante. Et puis, il ne faut pas oublier que la Bretagne avait été le pays des grandes familles. Mais là, d'abord, il y avait eu l'absence des géniteurs, si j'ose dire, qui étaient sous les drapeaux ou qui étaient morts. Et dont la liste s'étalait sur le monument aux morts, sur les monuments aux morts qui ont fleuri dans toutes les communes de France à ce moment-là. Et les familles étaient de 1, 2, maximum 3 enfants. Et donc, on se préparait tout de même le grand hiver démographique qui va finir par nous accabler un jour ou l'autre.
Et vous nouez tout de suite une relation très particulière avec la mer. Ah, je suis un homme de la mer. Mon grand-père est un patron pêcheur et mon père est un patron pêcheur. Donc, et je suis d'un pays que connaît M. Travers, qui est un pays très particulier où la mer pénètre la terre jusqu'à des kilomètres à l'intérieur. Ce sont des fjords, en quelque sorte, des abers, n'est-ce pas? Par exemple, à la Trinité, on dit la rivière de Crac, mais en fait, c'est un aber parce qu'il n'y a pas de rivière d'eau douce, il y a un filet d'eau. La mer remonte de plusieurs kilomètres à l'intérieur. Cette pénétration intime de la terre et de la mer a d'ailleurs donné à la Trinité sa devise qui est Ardoir Ardmour, sur terre et sur mer. C'est cette. Voilà, les paysans sont un peu marins parce qu'ils pêchent à pied, n'est-ce pas? Et ils sont souvent des ostréiculteurs ou des ouvriers de l'ostréiculture. Puis les marins eux-mêmes sont soit à la pêche, soit au commerce, ou alors dans la marine de guerre. Celle qui fait mon admiration, parce que l'été, au mois d'août, l'escadre d'Atlantique vient en baie de Quiberon avec ses cuirassés, Lorraine, de Bretagne, les croiseurs qui sont les plus rapides du monde, les torpilleurs et contre-torpilleurs les plus rapides du monde, on sommes fiers. Et puis les marins, les pompons rouges qui débarquent, les cols bleus, allons les gars de la marine. Je baigne, si vous voulez, dans une atmosphère maritime que je décris d'ailleurs un petit peu à la manière de Jacques Elias, comme il décrit lui le Finistère de la génération précédente. Moi, je m'efforce de décrire avant qu'ils ne disparaissent les paysages de mon enfance, n'est-ce pas? Et cette atmosphère est extrêmement patriotique et chose qui peut surprendre pour nos générations, nous qui avons 30 ou 40 ans, c'est que ce patriotisme est inculqué par l'école laïque de la Troisième République. C'est vrai, mais c'est vrai aussi par la religion aussi. Les grands pardons de Sainte-Anne, tes fils bretons, morts pour la France, ont espéré. Sainte-Anne en toi, accorde-leur la récompense de leur amour et de leur foi. Mais aussi l'école laïque où le père Pourchasse, qui est un athlète, un géant borgne de guerre, et qui nous accompagne au violon, car à l'époque, les instituteurs jouent du violon. Et le chant que nous chantons, c'est « Nous n'avons pas la taille d'homme, nous sommes encore des enfants, mais par le cœur français, nous sommes premiers, derniers, petits et grands. Nous aimons la patrie, étant tous bons Français. À toi, France chérie, la grandeur et la paix. » Il y avait donc une conjonction, si vous voulez, une espèce de réconciliation qui s'était faite d'ailleurs après les drames du début du siècle entre laïcs et religieux dans les tranchées, où les ecclésiastiques avaient fait leur devoir très courageusement et où un certain nombre de préjugés réciproques avait sinon disparu, au moins s'était atténué. Et donc à l'époque, Monsieur Le Pen, vous sentiez-vous déjà patriote français ou breton? La question ne se posait pas à l'époque. La question ne se posait pas. Il n'y avait pas antinomie entre le fait d'être breton et français. Il est vrai que pendant l'occupation, l'heure bretonne, me semble-t-il, un mouvement breton autonomiste, c'est Bézène-Pérotte, etc. Voilà. Et à la vérité, ce mouvement autonomiste, à un moment donné, était une mode en Europe, mais n'a pas profondément marqué en Bretagne, où on se sentait patriote breton, mais patriote français aussi, en grande partie, il faut le dire, à cause de la guerre, à cause de la fraternité de souffrance, de sacrifice qui avait été consenti pour une cause commune et qui vous liait pratiquement à vie. Alors Monsieur Le Pen, je rappelle que vous avez vécu votre enfance au cours de l'entre-deux-guerres, puis votre adolescence au cours de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez vécu ces événements avec cette omniprésence de la mort. Oui, et en plus, je vous rappelle tout de même que le deuil chez nous se porte très longtemps. Les veuves, c'était en noir absolu pendant 3 ans pour les parents, pour les pères et mères et pour les maris, etc. Et que pas mal de gens, grands blessés de la guerre 14, et en particulier les gazés, sont morts entre les deux guerres. Donc il y avait une espèce de
permanence des cérémonies relatives à la guerre, que ce soit les congrès d'anciens combattants, que ce soit les manifestations au monument aux morts ou au cimetière. Bref, c'était une atmosphère qui n'était pas mortuaire. Les morts nous tiennent, n'est-ce pas? Moi, je ne passe jamais à la Trinité-sur-Mer sans aller faire une visite à mes tombes, si j'ose dire, n'est-ce pas? Un devoir de respect et d'amour à l'égard de ceux qui nous ont précédés et dont nous sommes les tributaires. Alors justement, parmi ces morts, il en est un qui a une particularité qui est très important pour vous, c'est votre père qui meurt au cours de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, mon père, patron pêcheur, sollicité d'ailleurs de participer à un ravitaillement de la population qui est de plus en plus médiocre et mauvaise, hein, et pêche donc au chalut. Et un jour, ce n'était pas la première fois que cela se produisait, car la mer était pleine de mines, soit mines de barrages françaises coulées par les Allemands, soit mines anglaises parachutées contre les sous-marins allemands, soit mines allemandes posées pour la défense du littoral. Quoi qu'il en soit, un jour, voilà, le chalut accroche une mine et le bateau saute sur celle-ci. Mon père résistera 5 heures et Paul Legovic, qui est un matelot, qui, lui, c'est la 3e fois qu'il est le seul rescapé. Et d'ailleurs, ça lui rendait difficile les embarquements. Mon père l'avait embarqué quand même, parce qu'on disait de lui qu'il avait le mauvais œil, en quelque sorte. Ce n'est pas ça. En fait, c'était un athlète qui avait une résistance exceptionnelle et qui, dans les naufrages où il s'est trouvé, a résisté plus qu'un autre, plus que d'autres, avec aussi un peu de chance. Il faut de la chance pour survivre. Donc de la chance et de la résistance. C'est-à-dire que les Bretons étaient des paysans, n'est-ce pas, pour la plupart, ou des pêcheurs, mais c'est des gens qui vivaient des vies extrêmement dures. J'ai raconté que ma maman allait à l'école à 5 km au bourg de Locmariaquer, été comme hiver, mais surtout l'hiver. C'est l'hiver qu'on va à l'école. À travers les chemins creux, ça n'était pas des routes bitumées comme aujourd'hui, pieds nus, avec ses sabots autour du cou pour ne pas les user. On est bien à la Trinité, là. Ah non, elle était à Kerdaniel, Locmariaquer. C'est de ma famille maternelle et du golfe du Morbihan, en quelque sorte. Et c'est seulement mes parents et mes grands-parents qui habitaient à la Trinité paternelle. Et mes grands-parents paternels venaient, eux, de la région de Guemné, Persken, ce coin-là, du nord du Morbihan. Et la vie était si dure, je dis, elle allait à pied, on s'essuyait les pieds dans l'herbe avant d'entrer à l'école et on mettait ses sabots, parce que là, on ne les usait pas. Par exemple, on mangeait chez la grand-mère, qui avait une ferme de la grand-mère, le grand-père, 15 hectares, dont 5 de landes. On mangeait des œufs une fois par an, mais à volonté, là, le jour de Pâques. Autrement, on ne mangeait pas d'œufs, c'était réservé au marché. On vendait les œufs, le beurre et quelquefois une poule que ma grand-mère amenait en vélo à 13 km au marché d'Auray. C'était des vies très dures, donc ces gens-là ont résisté à la vie terrifiante des tranchées, mieux que n'ont pu le faire des citadins qui étaient déjà habitués à un confort relatif. Xavier ? Alors, le premier bouleversement dans ce monde que vous décrivez comme dur, mais sans être pour autant terrible, on sent un monde plein d'affection, plein d'amitié, plein d'équilibre en quelque sorte. Les relations familiales sont très fortes, hein, et les relations de proximité avec les gens. Il y a quand même un certain nombre d'endroits où on se retrouve, notamment les endroits religieux. Il y a les fêtes, les fêtes carillonnées, les fiançailles, les mariages, les obsèques. Tout est l'occasion de se retrouver et simplement pour le repas d'enterrement, par exemple, il y avait une variante.
C'est-à-dire qu'on tournait le dos, avant le repas, on tournait le dos à la table et on récitait un pater et un ave en signe de deuil, en quelque sorte. Et après, on mangeait. Et puis, à la fin du repas, le tonton Albert voulait absolument pousser sa chanson quand même, parce qu'il avait un coup dans la pipe, quoi. On lui disait, mais tonton, mais non, pas aujourd'hui, c'est un enterrement. Ouais, je voudrais chanter ma chanson, moi. D'ailleurs, sur le chant, vous faites une analyse très intéressante dans votre livre sur le chant, et vous regrettez qu'en France, nous ne chantions plus. Oui, je pense que là, nous sommes devenus des auditeurs et des voyeurs, plutôt que des chanteurs et des acteurs. Autrefois, enfin, quand j'étais enfant, moi, tout le monde chantait. En tous les cas, chez moi, ma mère et mon père chantaient tout le temps. Quand mon père était là, bien sûr. Mais en bateau, en mer, ils chantaient aussi. Et moi, je chante, et je chante même encore maintenant. Et je dis à ma femme, mais tu te rends pas compte que c'est ce côté extraordinaire que tu as un mari de 85 ans, disons ça, qui chante le matin en se rasant, c'est rarissime. Bon, mais je connais beaucoup de chansons. J'étais sensible à ça, et je crois à la vertu, comment dirais-je, de cohésion humaine du chant, et du chant commun, du chant choral, que ce soit à la messe ou à la Légion étrangère où j'ai été officier de parachutiste. Les chants de la Légion, les chants de marche de l'armée, les chants de feu de camp, les boy scouts, et puis la fiesta gaucho, quoi. Mais oui, voilà, je pense que le breton peut être mélancolique, mais il peut être extrêmement gai aussi, surtout s'il a un petit coup, pas trop, mais un petit coup dans la pipe quand même. Ça aide, c'est le shoot de l'époque. Alors Jean-Marie Le Pen, je disais donc ce monde que vous décrivez, ce monde d'avant-guerre va être bouleversé par un premier grosse séquence qui est la séquence, disons, qu'on appelle communément aujourd'hui la libération, c'est-à-dire les bombardements anglo-américains et puis ensuite l'épuration. Oui, ça, je dois dire que c'est là peut-être que j'ai fait, j'ai eu ma révélation politique. En ce sens que, comme tous les adolescents, je voulais participer à tous les coups. Moi, j'étais partant dans tous les coups. Et j'étais allé au maquis de Saint-Marcel, où j'étais arrivé au moment où tout le monde foutait le camp. Donc j'ai foutu le camp comme tout le monde, hein. Je n'étais pas plus héroïque que les autres. Mais ce qui m'a choqué, c'est de voir que, après cette séquence, et quand les Allemands sont partis, eh bien, un certain nombre de ces gens-là se sont érigés en justiciers, et ils faisaient les bravaches, n'est-ce pas, défilaient comme s'ils étaient des vainqueurs. Et alors là, ces gars tondent les filles qui travaillaient pour les Allemands. Souvent, elles étaient à la cuisine. Bon, et sous le prétexte que c'était de la viande à boche. Et m'avait mis le conseil municipal en prison. Tout ça me choquait. C'est une leçon sur la nature C'est humaine. ma première révolte, en quelque sorte. Et je vais, somme toute, à la manière d'Olympe de Gouges pendant la Révolution, qui a été l'inventeur, on dit comment, l'inventrice maintenant, Allez savoir. L'inventeuse. qui a été, ou l'inventeuse, qui a été l'inventeur de l'affiche manuscrite qu'elle rédigeait contre Robespierre, ce qui lui a d'ailleurs coûté la tête, hein, bien sûr. Et j'ai écrit à ce moment-là, au pinceau à encre de Chine, une affiche en 2 exemplaires où, comment dire ça, je me foutais de leur gueule, quoi. Et je les appelais les expatriotes. Alors ma maman disait, mais c'est des pseudo-patriotes, c'est pas des... Ah oui, mais moi je voulais être expatriote, voilà. Et j'ai rédigé une affiche dont le maire, le nouveau maire de la Résistance, de la Libération, n'a jamais voulu croire que c'est moi qui l'avais écrite. Et il est venu à la maison, il a dit, mais qui a dicté cette lettre à Jean? Et ma mère a dit, mais monsieur le maire, je l'ai vu écrire moi-même sur la table de la cuisine. La cuisine, salle à manger, salle de bain, salon d'ailleurs. Et Monsieur Le Pen, d'ailleurs, dans vos mémoires, vous revenez sur un fait historique communément admis, suivant lequel ce seraient les communistes qui auraient formé les principaux bataillons de résistance en France.
Non, c'est pas ça. Donc Il s'est trouvé que... vous rectifiez. Non. En fait, chez nous, les FFI étaient beaucoup plus nombreux que les FTP. Mais il y avait un régiment qui est venu, qui venait du Loir-et-Cher, je crois, qui était le commando de l'air Valin de la Vessière, qui était pas très bien habillé, ce qui était rare, car ils avaient pillé comment dirais-je, les réserves de vêtements de la Luftwaffe. Et ils étaient habillés en gris-bleu, là, comme ça. Et c'était un mélange de communistes et des FFI. Mais chez nous, ils n'étaient pas les patrons. Et quand ils ont voulu, par exemple, au moment où on tendait les filles, on voulait les marquer au fer rouge, la croix gammée au fer rouge, ils ont été obligés de partir parce que la foule était contre eux. Voilà. Mais il y a des endroits où, par exemple, dans la région de Limoges, dans les régions du centre, ils ont fait la loi, ou dans la région de Toulouse. Et dans toute cette période, vous remettez, et c'est ça qui est agréable à lire, énormément de complexité. Alors, évidemment, la grande presse a résumé ça à une défense du maréchal Pétain. Est-ce que vous pourriez réexposer la situation telle que vous l'avez vécue et perçue à ce moment-là? Écoutez, j'ai simplement dit que je pensais que le maréchal Pétain n'était pas un traître. Je n'ai même pas été jusqu'à dire que ce que je pensais, dans le fond, que c'était un héros. Mais parce qu'il assume, à ce moment-là, une tâche immense, sans commune mesure, avec ce qu'assume le général de Gaulle, qui parle à un micro étranger, à Londres, et il est plus facile de résister à Londres que de résister en métropole, n'est-ce pas, où il y aura 1 million de soldats dans les troupes d'occupation. Bon, et d'un pays, je le rappelle, en guerre. À la différence de notre occupation en Rhénanie et dans la Ruhr, que nous faisons, nous, une occupation de paix, les Allemands font une occupation de guerre. Et pendant cette occupation de guerre, leurs populations civiles elles-mêmes sont très sévèrement et brutalement bombardées. Et donc, leur état d'esprit peut être légitimement agressif, mais on ne peut pas dire ça. Si, je vais être condamné si vous rapportez ces paroles, de dire ça. Parce que j'ai été condamné pour avoir dit que l'occupation allemande ne fut pas exceptionnellement inhumaine. En effet, si on la compare à celle d'autres pays comme la Pologne, ou la Belgique, ou la Hollande, les pertes ont été bien plus grandes. Or, le maréchal, il signe l'armistice. Personne ne pouvait penser sérieusement qu'il y avait une autre solution possible, et on pensait que justement, par son prestige de chef de guerre de la Première Guerre mondiale, vainqueur de Verdun, il obtenait des adversaires une estime, un respect et des conditions moins dures que d'autres. Et c'était une personnalité indiscutée à l'époque. Absolument indiscutée. Et d'ailleurs, je rappelle la situation. Il y a l'armée française, 1,5 million ou 2 millions de prisonniers de guerre. Les soldats français sont prisonniers de guerre. Et il y a 5 millions de réfugiés sur les routes qui ont fui les villes, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils craignaient d'être battus ou torturés, et ils ont fui. Et le problème qui se pose au maréchal et à son gouvernement, c'est comment allons-nous faire demain vivre 40 millions de Français? C'est pas 4 personnes dans un bistrot, c'est 40 millions. Comment vont-ils travailler, vivre, les collégiens aller au collège, les fonctionnaires être payés, etc. Ben, bref, la marche d'un pays. Et c'est ce qui va assurer, bien sûr, avec de grandes difficultés, le gouvernement du maréchal, au moins jusqu'en 1942, c'est-à-dire au moment où, après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, eh bien, les Allemands envahissent la zone libre, et on peut dire qu'à ce moment-là, pratiquement, l'armistice a cessé, et encore que l'État fonctionne toujours à Vichy, et qu'on ne doit pas confondre d'ailleurs, parce qu'il y a des collaborateurs qui jouent, eux, la carte, je crois sincèrement, de l'Europe nouvelle, qui pensent que l'Allemagne a gagné pour 1000 ans. Et qui se trouve plus à Paris qu'à Vichy. Donc, il s'agit de prendre sa place, ça a été le cas d'un gars comme De Grelle, par exemple, il faut prendre sa place aux côtés des combattants de l'Europe nouvelle, si on veut être respecté et avoir un jour droit à la parole. Quoi qu'il en soit, eh bien, ces collabos qui sont à Paris, c'est Doriot
ancien chef, ancien secrétaire du Parti communiste, c'est Marcel Déat, ancien secrétaire du Parti socialiste, ce sont plutôt des gens qui viennent de la gauche. D'ailleurs, n'oublions pas que, contrairement à ce qu'on croit, le fascisme et le nazisme étaient des mouvements plus socialistes que nationaux. Mussolini était un ancien député socialiste. Et la révolution sociologique, sociale faite par le nazisme en Allemagne a été d'une très grande importance, même si elle a été gommée par les événements beaucoup plus spectaculaires qui étaient ceux de la guerre. Et sur De Gaulle en parallèle, vous lui reconnaissez malgré tout l'intuition, une certaine intuition, mais vous lui reprochez de ne pas réconcilier les Français. Et voilà, c'est que en 45, c'est vrai 44-45. c'est vrai qu'il va avoir le mérite historique de nous faire une place parmi les 4 grands. Hein, bon, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu le geste qui ne correspondait pas à son tempérament. Ce n'était pas un conciliateur de rassembler les Français dans l'oubli des fautes réciproques ou des drames dans lesquels les gens s'étaient trouvés placés souvent par les événements, parce que bien souvent, on était dans un camp parce que son copain y allait, on allait au maquis parce qu'il allait au maquis, et on allait à la LVF parce que le copain allait à la LVF, voilà. Très souvent, moi quand je suis parti de la fac de droit en Indochine, j'ai amené 2 copains avec moi, qui étaient Perra, le futur maire de Nice, et un garçon qui s'appelle Petit, qui était joué au rugby avec moi et qui a été tué en Algérie d'ailleurs après. Et puis, quand nous sommes arrivés à Saint-Mexan, à l'école d'officiers, eh bien, nous sommes partis de notre section à 8, alors que nous étions seulement 3 volontaires pour l'Indochine. Les autres n'avaient pas jamais pensé à partir en Indochine, mais ils partaient en Indochine parce qu'il y avait des copains qui y allaient. Voilà, pour aller avec les copains. C'était une réaction qui est humaine capitale dans l'histoire des relations humaines. Et si vous aviez face à vous un jeune qui a aimé, disons, l'histoire de la résistance, qu'il a pris pour modèle et qui en fait sa ligne de vie, comment lui expliqueriez-vous ce que vous appelez le résistentialisme? Non, la résistance, c'est la volonté de désobéir, et quelquefois de façon agressive, à l'égard de l'occupation allemande, d'occupation étrangère, militaire, mais ça c'est une réaction qui a sa noblesse, parce qu'elle est pleine de risques d'abord. Le résistentialisme, c'est autre chose. Ce sont les gens qui, après la guerre, se sont targués d'être des résistants pour pouvoir se partager les dépouilles opimes des gens, ce soit leurs appartements, leurs journaux, leurs banques, leur position sociale. Ce qui m'avait d'ailleurs déjà, quand j'étais adolescent, choqué dans la radio de Londres, c'était que le Radio Londres de Gaulle était beaucoup plus anti-Vichy qu'anti-Berlin, plutôt contre Vichy que contre les Allemands. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait, pour la plupart, de gens qui étaient expatriés et qui comptaient revenir en France, et y trouvaient la place qu'ils jugeaient avoir mérité par leur attitude de distanciation à l'égard de la guerre. Mais ils étaient de l'autre côté du Chanel. C'était plus confortable qu'il y a eu une résistance à l'intérieur. Bon, pour ma part, je dois dire que mon père avait gardé un fusil Lebel et un pistolet. C'était normalement pour ma mère la mort. C'était l'application des règles de guerre. Bon, puis quand mon père est mort en 1942, ma mère a dit il faut se débarrasser de ça, c'est trop dangereux. Mais j'étais déjà le petit homme à 14 ans. Je lui ai dit maman, il n'en est pas question, on les garde. Et on les a gardés bêtement, parce que la moindre perquisition dans le grenier de la Trinité, sous le tas de filets et de voiles, aurait fait trouver des armes. Et ça, c'était pour elle, pour moi, que j'aurais été peut-être en prison, mais elle aurait pu être fusillée. Donc, et nous n'avons pas ni sollicité, ni eu de témoignages de notre attitude. Et je pense que cette position était celle de la plupart des Français. Ou bien les gens croyaient à l'Europe nouvelle ou étaient portés pour des raisons financières ou autres
à la collaboration, ou amoureuse d'ailleurs, ça peut se produire, hein, ou bien ils étaient hostiles à l'occupant, et il n'y avait pas vraiment de fraternisation, ça n'était voulu ni par un camp ni par l'autre. Les Allemands avaient des consignes de distanciation à l'égard de la population, et réciproquement la population voyait ces gens qui parlaient une langue étrangère, qui étaient habillés de façon différente, donc qui gardaient en prison, prisonniers la plupart des hommes du pays. C'était pas le grand amour, faut être clair, mais voilà. Et alors, comment on se dirige tout doucement vers l'après-guerre? Déjà, vous expliquez que dans cette après-guerre, précisément, tout ce qu'on entend aujourd'hui sur cette période, on ne l'entend pas puisque les gens sont des témoins directs. Et avec le temps, toute cette histoire va être réécrite plusieurs fois d'ailleurs, hein, jusqu'à Paxton, qui fait finalement de Vichy la matrice de l'antisémitisme. Oui, ça c'est totalement absurde, ça. En effet, les gens se sont servis de la situation pour essayer d'asseoir leur idéologie personnelle. Mais en l'occurrence, et c'est vrai que plus on s'éloigne de la guerre, et plus les mensonges ont tendance à être accrédités. Là, On oublie qu'Emmanuel Berl a rédigé les discours de Le reproche que je fais au Pétain. général, c'est que lui aurait pu calmer tout cela et dire, voilà, parce que nous étions un certain nombre, des gens comme le colonel Rémy, par exemple, qui était un grand résistant, pensaient que De Gaulle et Pétain, qui avaient travaillé ensemble, De Gaulle avait travaillé au cabinet du maréchal, dans le fond, c'était des militaires de carrière, ils étaient de mèche, et qu'il y en avait un qui avait le rôle du bouclier et l'autre celui de l'épée. Ça n'était pas le cas, malheureusement. Mais ça aurait dû l'être, selon nous, et nous avons infiniment regretté que ce ne soit pas le cas. Et le général de Gaulle, malheureusement, a aggravé son cas, si j'ose dire, par sa position dans le problème de l'Algérie. Alors il a redoublé la mise, en quelque sorte. Général de Gaulle, que d'ailleurs vous apercevez lors d'un meeting à la Libération, Oui, et vous trouvez qu'il n'a pas la tête d'un héros. non, le général de Gaulle, je dis qu'il est laid, ça surprend les gens. Mais il ne faut pas oublier que pour un jeune garçon, les héros sont des gens dont on voit les statues, dont on voit les photos, les peintures. Et ils sont généralement plutôt embellis. Et à Auray, moi je me faufile dans la foule pour aller voir le général de Gaulle qui marche dans la foule sans regarder les gens. Il n'a pas encore acquis cette science du contact qu'il va, notamment en matière télévisuelle, maîtriser plus tard. Et il marche le nez en l'air sans regarder les gens, en laissant pendre sa main mollement. Il est mince, enfin, il est maigre avec un gros ventre. Il a un visage taillé à coups de serpe, n'est-ce pas? Et il fait partie de ces gens qui deviennent moins laids en vieillissant, parce que tout le monde devient moche. et alors là, bah, ils sont un peu plus moches que les autres, mais pas beaucoup plus. Alors que dans le jeune âge, les contrastes sont beaucoup plus forts. Alors, sur le personnage de Gaulle, qui revient tout au long de votre biographie, on a plusieurs fois, il réapparaît, mais Bah oui, il est très a joué un certain voilà, rôle quand même dans l'histoire politique de la France. Non, mais il est très structurant dans votre formation. Vous vous formez en opposition quelque part par rapport à De Gaulle. Pas seulement. Pas seulement. Je ne participe pas au concert des loges. Voilà, encore qu'il a été très contesté à certains moments, il ne faut pas l'oublier, et qu'il a échoué dans le fond quand il a voulu faire son grand mouvement du rassemblement du peuple français en 1947, un grand succès aux élections municipales, un succès plus modéré déjà aux élections de 51, où il y a déjà une scission Pinet-Barachin, etc. Et en 56, il pèse 3% des voix. Il n'est plus rien, le général de Gaulle. Il a 6 ou 7 députés, je crois. Et 2 ans après, il est au pouvoir. C'est dire qu'il ne faut désespérer de rien. Mais alors vous, pour l'instant, vous avez 17 ans et vous montez à Paris. Vous devenez un étudiant sans le sou à Paris. C'est ça.
Paris, dont d'ailleurs nous avons une très belle vue depuis votre bureau, puisque je signale à Je nos... finis mes études au collège Saint-Germain-en-Laye, parce que les collèges de Bretagne se disputent l'honneur de m'avoir mis à la porte. C'est c'est vrai qu'à partir de 44, j'ai 16 ans, je suis devenu un homme à qui on applique toujours les méthodes des collèges et des lycées, et des méthodes de petits garçons. Il est évident que je suis plus un petit garçon, je suis devenu un homme. Et là, il y a un contraste qui va me provoquer un certain nombre de heurts avec des professeurs et des surveillants habitués en quelque sorte à l'ordre des temps anciens. Et vous décrivez les syndicats étudiants de l'époque, vous décrivez notamment l'UNEF, et quand on voit ce que c'est devenu, ça n'a vraiment rien à voir. Quand je suis, alors là j'arrive, j'aurais voulu être officier de marine, moi, bon, mais quand je suis en âge de devenir, il n'y a plus de bateaux. Il y a encore des officiers, mais il n'y a plus de bateaux. Ils ont coulé soit à Mercel-Québir, soit sabordé dans le port de Toulon. Bref, je fais du droit. Mais j'arrive à la fac de droit, je suis un étudiant pauvre, boursier, mais avec une bourse d'une immense modestie. Et je suis porté vers l'action collective. Je rejoins la corpo de droit et je suis militant, et puis responsable, puis à la fin président. Et comme président, je suis un des dirigeants de l'UNEF et un des fondateurs de la MNEF. Et le syndicat, à l'époque, est un syndicat unitaire, c'est-à-dire où se confrontent dans des congrès qui durent 8 jours, jour et nuit, eh bien, la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite se tirent la bourre. Et donc, c'est là probablement que je fais mes premières armes d'orateur, en quelque sorte. La confrontation des thèmes, il y a deux grands courants. Il y en a un qui est traditionnel, étudiant, libéral et assez rebelle aux autorités, disons. Et puis, il y a les socialistes qui qui définissent la charte de Grenoble, qui définit l'étudiant comme un jeune travailleur intellectuel et qui veulent le pré-salaire, etc., etc. Et il y a une confrontation des deux courants très violents, enfin très violents, réels, antinomiques à l'intérieur du syndicat. Mais ça la rend très vivant. Il y a aussi ces fédérations, il y a tout ça. C'est un mouvement qui est très important parce que beaucoup de notre statut, nos ressources dépendent beaucoup de l'action du syndicat. Et Jean-Marie Le Pen, à cette époque-là, c'est une élite française qui se forme, puisque l'université, vous donnez le chiffre de 150 000 à l'époque étudiants en France, Oui. et pour le nombre de bacheliers sur une classe d'âge, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça n'a rien à voir avec l'université que peuvent connaître les jeunes qui nous écoutent. Mais rien du tout, parce que le grand drame, c'est que l'accès à l'université, contrairement à celui des grandes écoles, où les concours sont extrêmement sévères et éliminatoires, l'accès à l'université est très largement ouvert, donc tout naturellement, les gens qui ne savent pas trop quoi faire vont à l'université, et beaucoup vont y perdre beaucoup de temps, parce qu'il n'y a pas à la sortie, le nombre de places qui correspondrait au nombre d'impétrants, si vous voulez. Et c'est là où la sélection devrait avoir lieu avant, de telle sorte que les gens s'orientent plutôt vers des métiers qui peuvent être d'ailleurs des métiers très rémunérateurs. Et c'est là où, par exemple, l'Allemagne nous donne un exemple d'apprentissage qui est beaucoup plus important que chez nous. Il y a un rôle de l'apprentissage. Chez nous, l'apprentissage, ça a une mauvaise réputation. Le travail manuel a mauvaise réputation. Or, le combat, je le rappelle, celui du Front National, était de rapprocher les salaires manuels des salaires intellectuels. C'était en rapport avec le service rendu à la société, voilà. Et ce qui ne s'est pas fait et qui a abouti à ces jeunesses un petit peu perdues, qui vont jusqu'à la 2e année de droit ou de Sorbonne, qui en sortent sans diplôme et qui se retrouvent chômeurs, voilà. Mais votre ascension sociale ne vous empêche pas de pratiquer le travail manuel. Ah ben oui, c'est parce que je fais Vous n'avez des pas le travaux choix. manuels
pour gagner ma croûte, parce que j'ai des besoins. La bourse est tout à fait insuffisante pour vivre. Et quand j'ai eu l'occasion de faire des travaux, même pénibles, mais qui étaient rémunérateurs, j'en ai profité, que ce soit dans la mine ou au chalut. Et voilà, mais j'étais pas feignant et assez costaud. Il faut aussi avoir le physique pour supporter ça. La vie est aussi une chance. C'est pas seulement une distribution de tickets de restaurant. Et à cette époque où vous montez à Paris, faisant partie donc de cette future élite de la nation, vous commencez à fréquenter le tout Paris de l'époque. Vous devenez quand même un personnage en gestation, quelque chose de... Mais Il se passe quelque chose. Je suis déjà une personnalité, puisque j'ai raconté dans mon livre, vous l'avez certainement lu, que par un coup de culot extraordinaire, quand je vois dans France Soir les inondations de Hollande, je rentre dans un bistrot et j'appelle le président de la République, ce qui est complètement zinzin. Mais on me dit, mais c'est de la part de qui? Je dis, c'est Le Pen, le président des étudiants en droit. Ne quittez pas, je vous le passe. Et j'ai Vincent Auriol au bout du fil, qui avait été président de l'association des étudiants de Toulouse. Et nous avions quelque chose en commun. Et donc, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a pour ton service? Je dis, écoutez, voilà, nous avons le sentiment que ce qui vient d'arriver à Hollande frappe toute l'Europe, et en particulier, nous le ressentons comme si nous étions directement touchés. Et nous souhaitons intervenir physiquement pour démontrer notre solidarité. Car très souvent, dans les mouvements ONG et autres organisations caritatives, on met 8 jours à se mettre en route, n'est-ce pas? Et puis, quand on arrive, c'est fini. Bon, alors que nous, 48 heures après, équipés par l'armée, il faut le dire, car Auriol avait dit, je m'en vais, mais je passe le coup de fil au ministre de la Guerre, Pleven, et là, au cabinet, quelqu'un s'est mis à notre disposition, nous a fourni les équipements militaires, les rations militaires, on a obtenu de la SNCF le transport gratuit jusqu'à La Haye, etc. On s'est défendu. 48 heures après, nous étions en Hollande. C'est ça la grande différence, n'est-ce pas? Voilà. Et là encore, on dit, je sais pas que faire de vous. Je dis, écoutez, je voudrais parler à un ministre. Une fois que j'avais un ami qui s'appelait René Crotoff, qui m'avait enseigné 2 slogans. Le premier, c'est la vie commence toujours demain. Et le deuxième, il faut toujours entrer par la grande porte. Et j'entrais par la grande porte, voilà, je demande le ministre, je lui dis, mais monsieur, nous ne sommes pas là, ne croyons pas qu'à 20, 40 garçons, on va changer le sort de la Hollande. Mais notre présence a une grande valeur symbolique. Elle est le symbole de la solidarité des Européens face à un danger qui, par chance, n'est pas politique. Et donc, objectivement supportable, et on peut l'affronter ensemble. Et il marche, il comprend, il dit oui, oui, d'accord, je suis d'accord, où voulez-vous aller? Je dis, bon, alors, quel est l'endroit le plus dangereux? Il me dit, c'est Schouwen-Duveland, il y a beaucoup de morts. Je dis, ben, c'est là qu'on va. Et autrement, ça n'a pas de sens. Si on veut donner à son geste un sens symbolique, il faut qu'il soit exceptionnel, spectaculaire. Autrement, il faut rester chez soi. Et Monsieur Le Pen, avoir du culot, vous en parliez, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir convaincre. À quel moment vous êtes-vous rendu compte que vous étiez un orateur? Eh bien, je crois d'abord que c'est à l'UNEF. À l'UNEF, à la Corpo, il y a des assemblées, il y a des élections, il faut disputer le bout de gras, il y a des adversaires politiques. On discute, que voilà, je pense que c'est vieux comme le monde. Mais, et puis il y a aussi, je pense, on a relativement chacun d'entre nous un don naturel. Il y en a qui sont plus portés vers le 100 mètres olympique, d'autres vers la discussion politique, ou d'autres vers le barreau, je sais pas. Bon, bref, ça se fait comme ça. Il y a un engrenage de la vie qui fait... Alors, vous avez commencé à aborder l'armée sur l'affaire hollandaise et très vite, l'armée arrive dans votre vie avec l'affaire d'Indochine. Ah oui. Alors, l'armée, on sent qu'elle est encore très, très importante dans cette France d'après-guerre et en même temps, son déclin
a déjà largement commencé. Si vous voulez, quand je suis à ce moment-là en doctorat à la fac de droit, et je trouve qu'il ne se passe rien en France. Et que s'il se passe quelque chose, c'est de l'autre côté du monde. Et je me dis, il faut y aller. Mais comme je voulais aller soit au commando de la marine, soit au parachutisme de la Légion, toujours la volonté d'aller à l'endroit le plus difficile, où ça se passe, où c'est remarquable en quelque sorte. Et bon, la marine, ça marche pas, mais la Légion étrangère, ça marche. Mais je vais pas m'engager comme légionnaire pour 5 ans avec le képi blanc. Donc je demande à aller à l'école d'officier de réserve, où je vais à l'école d'officier de réserve, et à partir avec mes 2 camarades, Perra et Petit, et puis ensuite de là nous partons à Sétif, en Algérie, et puis en Indochine. Nous arrivons après Dien Bien Phu, mais la guerre n'est pas finie. Dien Bien Phu n'a pas mis fin à la guerre, mais c'est une grande défaite et significative d'ailleurs de ce qui va se passer par la suite. Mais je vais donc être là-bas. Mon commandant de compagnie s'appelle Benoît de Saint-Marc. Je me fais quelques relations parmi les gens qui deviendront célèbres. Et puis, en rentrant, je suis fâché quand même de cette défaite. Et j'ai très envie de faire quelque chose. D'ailleurs, quand le capitaine Benoît de Saint-Marc me propose d'entrer au SDEC, il me dit, il y a une autre manière de servir dans le civil, c'est d'entrer dans les services. J'ai dit non, j'ai l'intention de faire de la politique, d'entrer dans le débat public, donc je ne veux appartenir à aucune organisation discrète ou secrète. Voilà. Et quand j'arrive, je fais la connaissance d'un certain nombre d'amis, par l'intermédiaire d'ailleurs de Delpech, qui est président des anciennes Indochine, de Marquet, de Jean Did, de commissaire, etc. Et on décide de se présenter aux élections. Bon, dans les secteurs, 3 secteurs de la Seine, de Paris. Et 3 secteurs de Paris. Et là, vous devriez connaître Poujade, un garçon sympa, il est jeune. Et on dit, bah oui, pourquoi pas, et on convient de le rencontrer. Et le jour où nous dînons ensemble, il nous dit, bah, écoutez, les gars, malheureusement, enfin, ou heureusement, mais le mouvement a décidé de présenter des candidats aux élections. On me dit, bon, écoutez, tant pis, quoi, on ne se tirera pas les uns sur les autres. Il me dit, j'ai peut-être mieux à vous proposer, c'est que vous travailliez avec moi. Je dis, écoutez, on veut savoir ce que vous dites, qui vous écoute et comment c'est reçu. Il nous dit, dans 3 jours, je suis à Blois, venez. Il nous envoie des voitures, on y va. Et le soir, il y a 3000 personnes. C'est un événement politique de dimension considérable. Hein. On a oublié ça. Les 2 journaux poujadistes tirent à 400 000 exemplaires chacun, hein, les 2 journaux. Et il nous dit alors, on avait amené avec nous nos petites amies pour avoir une opinion féminine aussi. Ça, et on lui dit, bah, écoutez, on marche avec vous. Il me dit, bon, dans ce cas-là, tu parles avec moi à Rennes la semaine prochaine. Et ça commence comme ça. Voilà. Bon, après ça, on se sépare. Et comme le gouvernement a envoyé le contingent en Algérie, nous décidons, 4 députés, dont Klosterman, d'ailleurs le pilote, de Marquet et moi, et le 4e dont je me souviens plus des noms, de nous engager. Et je repars au premier REP, qui justement est en instance de départ pour l'opération de Suez. Et je vais partir, moi, à l'opération de Suez. De Marquet ira au 6e RPIMA, je crois, où il sera blessé d'ailleurs. Bref, on rentre de nouveau, mais nous venons de quitter l'armée. Alors on y retourne, c'est pas... Et alors à ce moment-là, Monsieur Le Pen, Jacques Perra est toujours avec vous? Non, Jacques Perra ne vient pas avec nous dans cette phase-là. Il est rentré dans le civil à Nice, il s'est marié, il a eu des enfants, et puis il n'est pas encore, puisqu'il ne sera l'élu que quand il sera en Front National. Et il vous suit pas après l'Indochine, c'est bien ça? Il ne participe pas à ce morceau qui va être en partie à Suez, pour moi, et en partie dans la bataille d'Alger, qui me sera tenue à grief pendant des années et des années, ayant porté sur mes épaules
tout le poids. Mais j'ai des épaules larges, alors donc j'ai une bonne cible. Et le premier bouc émissaire qui est abordé comme ça dans votre biographie, c'est celui de Poujade. Et là, vous expliquez, c'est très intéressant, le passage sur Poujade, qui est une révolte, encore une fois, qui ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui, puisque c'est une révolte des petits commerçants, des artisans qui aujourd'hui ont tous été broyés par la grande distribution, donc qui est une classe sociale comme les paysans qui n'existe quasiment plus. Et donc cette révolte que vous comparez au Trumpisme, alors ça on pourra en reparler, c'est très intéressant, vous la décrivez et vous, sur le personnage de Poujade, vous dites, quelque part, il n'a pas les couilles d'y aller, d'assumer la force qu'il a réussi à canaliser. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup C'est la raison beaucoup pour laquelle, marqué. c'est la raison pour laquelle nous nous séparons de lui en lui disant Pierre, nous partons à l'armée, mais si nous ne revenons pas, il n'y a pas de problème. Mais si nous revenons, on mettra les choses au clair, mais nous t'interdisons de te servir de notre engagement pour la propagande du mouvement. Or, dans une élection partielle où il va se faire déculoter d'ailleurs, il va s'en servir et nous rompons à ce moment-là avec lui, officiellement en quelque sorte. Mais l'homme avait un charisme certain, un don d'orateur naturel, un peu midi moins le quart, mais quand même très chaleureux, très, très sympathique. Et il y avait une ambiance très affectueuse à l'intérieur de ce mouvement où, disait-il, vous êtes le petit drapeau sur le terroir caisse. Son mouvement est une révolte par rapport à quelque chose que vous allez reprendre des années plus tard, qui est ce que vous appellerez le fiscalisme, Oui, c'est-à-dire absolument. l'hyper-impôt. C'est-à-dire ce qui rend, non seulement cela, c'est pas seulement la pression fiscale, c'est aussi les méthodes utilisées par ce qu'on appelle les polyvalents, qui ont été recrutés pour mettre en action les sanctions fiscales prévues par la législation et qui vont se conduire comme des voyous, comme des brutes. Des commissaires politiques. Absolument, vidant les armoires, etc. Et là, on a affaire quand même à des gens dont certains ont fait la guerre, etc. Ça marche pas, ça. Ben, déjà, dit quoi, ça, on va pas se laisser traiter comme ça. Et d'où la révolte et l'organisation méthodique quand même d'opposition à contrôle. Quand il y a un contrôle fiscal dans une entreprise, on bat le rappel et il y a 200-300 personnes qui se mettent devant et qui l'empêchent. Et progressivement, ben, voilà, on envoie 10 gendarmes, et puis là, la fois d'après, il y a 3000 personnes, il faut 100 gendarmes, on n'en sort pas, quoi, voilà. Et puis, voilà, nous allons dans nos destinées militaires, puis nous revenons, et Poujade, en effet, entre-temps, s'est planté dans cette élection partielle au scrutin majoritaire. Alors qu'il a obtenu 53 députés à la proportionnelle, il va se ramasser une casquette au scrutin majoritaire, ce qui est un suicide politique. Mais n'importe comment, on lui a dit, Pierre, tu n'as pas la volonté de prendre le pouvoir, tu n'as pas la volonté d'y aller. Et c'était un garçon courageux, mais papetier, de s'insérer. Il ne se projetait pas, il n'avait pas la dose de paranoïa suffisante. Mais oui, il en faut un peu quand même. Le général Bonaparte en avait aussi un peu. Hein. Bon, pour se projeter, pour devenir chef de l'État français, surtout un chef d'État réformateur, chargé de changer beaucoup de choses. Et ça, bon, ça ne sera pas lui, quoi. Ça ne sera pas lui. Or, excuse, petite notation, il est très populaire en Algérie. Il a fait un voyage dans toute l'Algérie de 54, c'est-à-dire après le début de la révolte. Pourquoi? Parce que l'élite algérienne populaire, ce sont les commerçants et les artisans. Et les commerçants et les artisans algériens sont pour Poujade. Sa femme est une infirmière de Bab el Oued, d'origine espagnole. Et donc, il avait en main les situations qui allaient permettre le sursaut. Et c'est De Gaulle qui en profitera. Et De Gaulle, lui, n'a aucun scrupule
par rapport à l'histoire. Il n'est pas du tout comme Non, lui, il n'a pas Poujade, c'est il a la l'anti-Poujade. dose qu'il faut. Lui, oui, parce que on se faisait la réflexion pendant rien vous cacher dans la voiture en venant vous interroger. On se disait quand même, pour prendre le pouvoir, il faut être capable de faire une nuit des longs couteaux quelque part. Et De Gaulle en fait trahir. au moins deux. Des nuits des longs couteaux sur l'Algérie, et en 40. C'est sûr que à ce niveau-là des responsabilités politiques, on est amené à prendre des risques considérables et à déclencher Y compris des actions sacrifier les gens qui sont- vous ont porté au pouvoir. qui sont hors du commun. Mais le destin vous porte aussi, hein, et le diable marche avec vous. Et Monsieur Le Pen, est-ce que vous contestez la nature même du régime républicain? Il y a une chose dont j'ai très vite pris connaissance, en considération, c'est que on ne pouvait pas sauver le peuple français contre lui-même. Et il fallait que d'une manière ou d'une autre, il y soit associé. Sous quelle forme? Ça pouvait être une forme directe, comme Poutine, plus directe, par exemple, pouvait être parlementaire, mais avec déjà tous les freins sociaux, économiques, culturels, philosophiques qui jouaient et qui empêchaient, dans le fond, l'État de remplir sa fonction, comment dirais-je, régénératrice nécessaire, car il était, à mes yeux, insuffisant de continuer les républiques les unes après les autres, comme s'il ne se passait rien dans le monde. Et là où je pense avoir été tout de même un précurseur, c'est que je suis un de ceux, en tout cas, qui s'est rendu compte que la révolution démographique allait dominer l'ensemble de tous les problèmes, allait balayer toutes les objections, car le fait que la population mondiale passe en 50 ans de 3 à 8 milliards d'habitants, en marche vers 9, 10, 11, je ne sais pas, et allait créer des conflits intérieurs dans les États, allait déclencher un mouvement migratoire géant qui risquait et qui probablement était en mesure de submerger le seul continent qui, lui, était en état de dépression démographique, qui était le continent boréal, c'est-à-dire qui va de Gibraltar à Vladivostok, hein, et qui comprend aussi la Russie, laquelle, avec 140 millions d'habitants, doit tenir le plus grand pays du monde face à des pressions démographiques considérables qui s'exercent, mais qui vont s'exercer encore bien plus dans les années qui viennent, d'abord du côté islamique, n'est-ce pas, mais aussi du côté chinois, où l'abandon de la loi de l'enfant unique peut amener la Chine, qui a actuellement 1,3 milliard d'habitants, à en avoir 3 ou 4 ou 5 milliards. On ne sait pas, et par conséquent, une capacité dynamique, car il faut noter une chose, c'est que les masses démographiques ont d'autant plus de dynamisme qu'elles sont nombreuses et cohérentes. Voilà. Et c'est aussi le phénomène de l'islam. L'islam est généralement pas très agressif quand il est dispersé et faible. À partir du moment où il réunit des millions et des dizaines de millions de gens, eh bien, il prend un poids et une dynamique et une allure conquérante qui sont presque telluriques. Ça échappe presque à la pensée, à la direction humaine. Ce sont des phénomènes qui ressemblent aux marées, en quelque sorte aux inondations. Et c'est ça qui menace notre continent. Et je dis, bon, il y a beaucoup de problèmes qui se posent à la France. Et d'ailleurs, on les trouve dans les programmes du Front National. Tout a été étudié, tous les problèmes. Mais il y en a un qui est un problème premier, car la plupart des problèmes importants dépendent de lui, c'est le problème démographique. Voilà, parce que dépendent de la migration, du torrent migratoire, l'insécurité, le chômage, la crise du logement, la crise de l'école, les crises budgétaires, etc. Tout ça dépend fondamentalement du fait que dans un pays rentrent 5, 10, 15, 20 millions d'étrangers qui ne sont pas sollicités, qui n'ont pas de place de travail
et qu'il faut loger, nourrir, soigner, enseigner. C'est pas possible. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'était la volonté de doter le pays d'une organisation politique qui soit capable de défendre le peuple contre les facteurs désintégrants, en quelque sorte, et affaiblissants. Mais vous savez, il y a un chiffre terrifiant. C'est qu'il est donné par les démographes. C'est que les démographes affirment que au-dessous de 1,3 enfants par femme, les pays ne peuvent plus remonter, quoi qu'ils fassent. Et c'est déjà le cas de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. C'est la question que j'allais vous poser, Monsieur Le Pen. Est-ce que vous estimez que la situation en France est réversible? Oui, encore, nous sommes en tous les cas, d'après ces critères-là, nous sommes encore dans la capacité démographique de nous redresser. Mais pour cela, il faudrait évidemment un système, un régime qui à la fois favorise la natalité, mais le problème n'est pas simple, dans la mesure où il faut 15-20 ans pour faire un homme ou une femme. Et ce sont des phénomènes extrêmement lourds. Et quand on parle, par exemple, du fait qu'il y a, en Algérie, est passé de 8 à 46 millions d'habitants en l'espace de 50 ans, il faut savoir que plus de la moitié de cette population a moins de 20 ans. Bon, c'est dire que la perspective est assez impressionnante. Rappelez-vous le mot d'ordre d'Erdogan, c'est pas disant attention, la famille turque, ça n'est pas 3 enfants, c'est 5 au moins. Clin d'œil au peuple en disant attention, si vous avez quelque chose à demander à l'État, vous devez savoir que vous devrez présenter des familles susceptibles de correspondre à notre critère. C'est évident. Or, ils sont déjà 90 millions, comme sont 90 millions les Égyptiens. Ce sont là les chiffres qui se posent à nous. C'est ça la dimension. Alors, quand vous savez que la Russie n'a que 140 millions d'habitants, et avec le territoire le plus vaste du monde. J'avais d'ailleurs à Moscou affirmé que vous ne pourrez pas garder la Sibérie seule. Vous avez besoin de l'Europe de l'Ouest, et l'Europe de l'Ouest a besoin, elle, d'un espace stratégique et géopolitique qu'elle n'a perdu avec le Sahara. Donc, par conséquent, l'alliance, je dirais, euro-russe est inscrite dans les faits sine qua non. C'est-à-dire que si ça ne se fait pas, eh bien, il y aura probablement très peu de chances de survie pour notre civilisation, qui est quand même commune, bien qu'il y ait des nuances, mais quand même, c'est quand même la même manière de ressentir, contrairement à ce que croient les idéologues qui pensent qu'on devrait implanter la démocratie dans tous les pays du monde. Il y a des pays qui sont révulsés par la démocratie. Ça marche pas, c'est pas leur truc. Voilà, ils pensent différemment. Il faut que chacun fasse ce qui correspond à ses besoins et à ses aspirations. Et il y a des moments où il faut plus d'autorité et de discipline, et des moments où il faut plus de participation populaire, etc. Ça, c'est le destin. Si le général Bonaparte glisse sur le pont d'Arcole et tombe à l'eau, eh bien, évidemment, il n'y a pas d'empire. Eh oui, la plupart des maréchaux de l'Empire auraient fini bistrotiers s'il n'y avait pas eu Bonaparte. Hein? Ce que disait... on disait un jour à Malaparte, mais qu'est-ce qui serait arrivé si, au lieu de vous appeler Malaparte, vous vous étiez appelé Bonaparte? Il dit, ben, je crois que j'aurais perdu à Austerlitz, mais gagné à Waterloo. Monsieur Le Pen, une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune Français qui voudrait s'engager, faire quelque chose pour la France? Quel conseil vous lui donneriez? Viens avec nous, petit, et tu verras la gloire. Viens avec nous. Il faut avoir la volonté d'agir sur son destin. Pensez qu'il n'est pas à la disposition des autres, que n'importe comment il ne sera que ce qu'on en fera nous-mêmes
à la mesure de nos moyens et à la place que l'histoire, le destin nous désignera. Voilà. Elle peut faire de nous un mort pour la guerre, mort pour la France. Elle peut faire de nous un général. On dit que chaque soldat a dans sa giberne un bâton de maréchal, et même en politique de maréchal Le Pen. Monsieur Le Pen, merci beaucoup.